près de 700, pas loin de 700 personnes qui étaient inscrites. Malheureusement, les grèves, les embouteillages, tout ça a fait que finalement on est moins nombreux. L'essentiel, c'est que notre invité il peut arriver et que Alexis Lacroix, qui va l'interroger, est aussi arrivé à temps. Donc on va pouvoir démarrer tranquillement. Donc je ne vais pas vous présenter Anne Sinclair parce que je crois que tout le monde la connaît ici. Elle fait partie maintenant presque de la famille de chacun d'entre nous. On l'a tellement vue sur les écrans. On l'attendait tellement, oui, mais on a c'était hier. On attendait tellement cette soirée de 7 sur 7 le dimanche soir que finalement on a tous le sentiment de très bien la connaître. Mais je suis persuadé que vous allez vous rendre compte que finalement vous ne la connaissez pas si bien que ça, parce qu'elle va vous surprendre, parce que moi je dois vous dire que j'ai été mais vraiment très surpris lorsque je l'ai entendue il n'y a pas longtemps dans ce même hôtel à une soirée de gala où elle était aussi l'invitée d'honneur, et je dois vous dire qu'elle m'a passionné. Voilà. Je vous dis, Anne, j'ai été passionné par votre intervention. Alors tout de suite, je donne la parole à Alexis Lacroix, qui est maintenant le grand patron de la fréquence juive, puisque c'est lui qui a la responsabilité donc des radios, et donc c'est lui qui va interroger Anne Sinclair. Merci beaucoup Francis Khalifa. On applaudit. Et nous sommes très honorés effectivement de vous recevoir Anne Sinclair. Je vous épargnerai le ridicule de vous présenter. Tous les Français de toute façon vous connaissent, et a fortiori nos auditeurs de ce soir. Je rappellerai simplement, en complément de ce que Francis vient de dire, en guise d'introduction, que nous fêtons les 35 ans, nous fêtons un anniversaire que j'aimerais célébrer avec vous, pour entrer en matière de cette conférence dialoguée. C'est l'anniversaire de notre émission iconique, une émission de légende désormais, qui s'appelait 7 sur 7 sur TF1, une émission qui a duré 35 ans. Je suis désolé, ça a commencé en 1984, et c'est une émission qui s'est prolongée jusqu'en 1997 et qui a marqué vraiment les annales de la vie de la télévision. Pour préparer cette conférence, en bon élève que je suis parfois, j'ai revisionné un certain nombre de ces émissions, et je dois dire que j'ai été bluffé par l'absolue contemporanéité des questions qui s'y posent. On y voit les plus grands de ce monde, ou qui sont du monde d'hier, on va dire, défiler de François Mitterrand à Mikhaïl Gorbatchev, et c'est vrai que toute la série des questions qui sont posées dans ces émissions, que vous posez souvent sans embâche et avec beaucoup de doigté à vos invités, sont les questions qui agitent pour l'essentiel notre actualité. Mais justement, je pense qu'on peut commencer cette conversation à 2 et à 3 voix avec Francis par l'évocation de cette émission iconique. Donc elle a 35 ans, effectivement elle a 35 ans. C'est une émission dont l'ensemble de nos auditeurs se souviennent ce soir. On va vous poser très simplement la question, puisqu'on est entre nous, on est au CRIF, hein, c'est pas n'importe quel lieu de la vie publique française. Quel meilleur souvenir, elle va le dire, ouais, et quel meilleur souvenir justement gardez-vous de cette présentation de l'émission pendant, je le disais, près de 14 ans, Anne Sinclair. Merci à Francis Khalifa, d'abord de son invitation, qui m'a touchée. Merci Alexis de cette présentation élogieuse. Oui, 35 ans, je ne me rendais même pas compte que ça faisait aussi longtemps, parce que je n'avais même pas compté. Oui, c'est 35 ans d'une émission qui a commencé quand il y avait 3 chaînes, qui s'est poursuivie quand il y en avait 6, ce qui explique, même si aujourd'hui il y en a 250 et que la plupart quand même ne font pas des audiences terribles, mais ça expliquait quand même un taux d'audience qui était quand même très élevé, puisque je crois qu'on faisait entre le plus bas a dû être 6 millions et le plus haut 13. Voilà. Et au-delà des audiences, on peut dire. Voilà. C'était un moment où la politique était plus théâtralisée, c'était plus un événement. J'ai toujours pensé qu'une émission politique qui était un peu un compte-rendu de mandat pour un homme public ou une femme publique, d'essayer de donner
sa vision du monde. Et pour moi, ce qui était important dans cette émission, c'était la durée, le temps. Et je continue de penser que le temps est un élément extraordinairement important pour un échange justement de ce type en politique. Si justement on considère que la politique est une vision du monde, ce que je crois, il faut du temps pour donner sa vision, son explication, sa façon de ressentir le monde qui est là et d'apporter des réponses. Et je crois que les échanges d'aujourd'hui qui... vous avez, au bout de 20 secondes, vous avez déjà pris la parole dans beaucoup de débats. Ça justement, ça se fait que le propos se réduit à l'inessentiel, qui est la petite pique, la petite joute, et non pas l'exposé justement, je n'ai pas encore répondu à votre question. Non, mais on ne dit pas qu'on faut reprendre la parole, mais justement pour aller dans votre sens, en regardant ces extraits d'émissions, en revisionnant une ou deux d'ailleurs pour préparer cet entretien, moi j'ai été frappé par une chose, vous allez me dire si c'est au fond ce qui reste d'après vous de cette aventure, c'est que vous y avez effectivement une présence extrêmement théâtrale de la politique à la télévision, mais il y avait dans le temps long de la parole beaucoup moins de recours qu'aujourd'hui au règne, voire à la tyrannie des petites phrases. Et de ce fait, un face-à-face avec vous, laisser apparaître la personnalité, même d'ailleurs quand ce n'est pas une personnalité politique, hein, on y viendra dans un instant, mais laisser apparaître la personnalité dans toute sa complexité, qui n'était pas réductible à l'image télévisuelle. Est-ce que je me trompe, d'après vous? Non, c'est un peu ce que je souhaitais, c'est-à-dire qu'il y avait deux façons, en effet, de traiter les invités. Ceux qui étaient politiques se devaient d'être interrogés fermement sur l'actualité, avec ce qui m'importait beaucoup, c'est-à-dire un droit de suite, c'est-à-dire je pense que c'est jamais une question d'aller vers une autre question, mais la façon de relancer ce qui vient d'être dit, ce qui suppose pas mal de travail pour s'approprier les dossiers. Cela dit, on y reviendra peut-être aussi, parce que ça a été la limite pour moi pour ne pas y inviter des personnalités de type Jean-Marie Le Pen, qui, à mon avis, ne jouaient pas le jeu de la démocratie, et j'étais là en contradiction absolue avec le reste de mes confrères. C'est que je pense qu'un journaliste doit d'être humble vis-à-vis de son métier, et il n'est pas à égalité avec la personne qui l'interroge. Oui, alors ça, vous y insistez beaucoup d'ailleurs dans le petit film qui a été fait récemment, voilà, justement qui revient sur l'incroyable odyssée de 7 sur 7, sur le fait que vous êtes une médiatrice, vous concevez votre métier comme celui d'une médiatrice, mais en aucun cas comme celui d'une justicière. Et ça, j'ai été très frappé, oui, peut-être aussi, alors je vais vous poser 13, vraiment directement la question, et comme on est entre nous, on a le droit de se poser toutes les questions, je crois. Est-ce que vous avez l'impression qu'une partie du journalisme politique aujourd'hui veut flinguer au fond les hommes politiques, en tout cas les pousser dans leur corner d'une manière malsaine? Non, c'est même pas tellement ça. Je crois que le journalisme politique aujourd'hui est pris au jeu de l'instrument et au jeu des médias et au jeu de la concurrence et au jeu du fait qu'il faut avoir de l'info et puis que le temps, il faut aller vite. Et je ne suis pas sûre qu'il faille aller vite. Justement, je pense que, encore une fois, le temps long est quelque chose d'indispensable. Et par ailleurs, justicière, vous disiez, mais aussi même pas à égalité avec la personne que j'interrogeais, parce que vous pouvez relancer une fois, vous pouvez relancer 2 fois, vous pouvez relancer 3 fois, mais au bout d'un moment, vous cédez le terrain, parce que vous n'êtes pas à une débatteur à l'égalité. D'accord, je cède le terrain, hein. Francis Califin. C'est pas du même ordre, je ne suis pas une personne publique, politique. Absolument. Donc, l'idée, c'est que justement, finalement, un personnage qui est interrogé, ça veut dire, on considère que sa parole mérite d'être entendue. Et si sa parole mérite d'être entendue, ça veut dire que cette personnalité doit s'inscrire dans une orbite de la démocratie. Ça ne veut pas dire qu'on soit en accord avec elle, mais ça veut dire qu'on soit d'accord sur les règles du jeu. Et en ce qui concerne pour vous dire, il y a des moments d'anthologie incroyables hein, dans cette espèce de vidéothèque fabuleuse des 7 sur 7. Et donc j'ai regardé, pour préparer notre dialogue de ce soir, j'ai regardé notamment l'interrogatoire, mais tout à fait respectueux, mais
ferme que vous faites subir à François Mitterrand au moment où s'abattent sur lui un certain nombre d'affaires, liées notamment à Patrice Melas, certains s'en souviendront. Il y a 45 minutes de questions extrêmement précises que vous lui posez sur ces affaires. Il ne s'attendait vraisemblablement pas à ce que vous passiez ce temps sur les affaires qui le gênaient. Et alors, comment dire, le plateau exulte de la tension qui passe entre vous, qui devait être très difficile à supporter pour vous. Et encore, la tension était plus grande que ce qui passe sur le plateau, où à un moment donné, il me dit si j'étais en colère, je vous répondrais. Or, il était très en colère. Il était une colère froide. Mais l'important, c'est vraiment, et là j'y tiens parce que ça n'a jamais été tellement compris, et je reviens, pardon, mais je suis obsessionnelle aussi, je reviens au problème Le Pen. C'est que je pense que je n'étais pas en mesure, d'abord parce qu'il m'avait insulté gravement, lui, son entourage, sa presse. Oui, on peut rappeler d'ailleurs une insulte qui avait ému vraiment toute la communauté juive et au-delà, une partie de la communauté nationale, heureusement. Il vous avait traité, bonjour les gracieusetés du Front National, de charcutière cachère. Pulpeuse charcutière cachère. Pulpeuse charcutière cachère. Voilà. Et je dois dire que charcutière était quand même ce qui me dérangeait le plus. Parce que, voilà, pulpeuse, bon, cachère, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Ça se discute, mais en tout cas, ça disait bien ce que ça voulait dire. Au-delà de la plaisanterie, d'abord, il m'avait insulté. Donc, je n'étais pas en mesure de l'interroger sereinement. Mais au-delà de ça, j'estimais, et je le pense toujours, c'est-à-dire que ce serait à refaire. Je ne crois pas que je ferais différemment, même si le 21 avril 2002, je me suis dit que ça n'avait servi à rien. Et que le tenir à l'écart, de toute façon, si moi je me mets à l'écart, les autres s'empressaient de le faire venir parce que ça fait l'audience. Mais le tenir à l'écart n'était pas une façon de répondre, mais je ne savais pas faire autrement, et je crois que je ne saurais pas faire autrement. Et quand le CSA m'a obligé à recevoir dans cette émission pour des problèmes d'équilibre de temps de parole au moment des élections, notamment de 97, je me suis fait remplacer. Mais pour tout dire, à la télévision française, on a pris ça un peu comme un caprice. Au fond, comme j'avais l'émission marchait bien, que l'émission était populaire, ils ont dit bon, on lui accorde ça, mais ils n'ont jamais vraiment compris la réalité de mon refus, et je me suis d'ailleurs heurté à un certain nombre de confrères. Je me souviens d'un débat que j'avais eu avec Jean-Pierre Elkabbach, qui m'avait dit, dans ce cas-là, vous n'auriez jamais interrogé Hitler et Staline, et je lui ai dit non, je n'aurais jamais interrogé Hitler et Staline, parce que j'aurais posé 3 questions sur le manque de liberté, les persécutions, les camps de travail ou de l'extermination, etc. Mais pas du tout, au contraire. Et imaginez qu'aujourd'hui on interroge les dirigeants chinois sur ce qu'ils font subir aux Ouïghours qui sont emprisonnés dans des camps, et j'en parlais justement Francis l'autre soir, eh bien il dirait non, ce sont des étudiants qui préparent leur diplôme et qui préparent et que nous habituons à être confrontés à la question démocratique. Donc il n'y a pas, j'ai refusé de cette même manière. Saddam Hussein m'avait fait savoir qu'il voulait faire 7 sur 7 au moment de la première guerre du Golfe, j'ai refusé. J'ai refusé Fidel Castro. Alors, on a des contradictions, parce que j'ai accepté de faire une émission avec Hassan II, qui n'était pas un modèle de démocratie. Mais nous étions d'accord sur le principe, il était d'accord pour jouer le jeu, pour montrer à quel point le Maroc était en train de s'ouvrir économiquement et d'une manière générale aux libertés publiques, tout en assumant, et ça j'y tenais infiniment, tout en assumant le passé le plus noir de... Alors j'aimerais qu'on reste juste encore un instant sur la question du Front National, aujourd'hui du Rassemblement National. Encore un mot justement sur notre réticence. On comprend qu'elle était à cette époque-là finalement assez minoritaire dans votre corporation professionnelle à interroger le leader, le créateur du Front National, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que, au fond, vous aviez aussi le sentiment que l'interroger à la télévision ou à la radio, c'était au fond se ravaler au rang de faire valoir d'une parole incontrôlable, parce que malheureusement, Jean-Marie Le Pen, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, mais c'est vrai qu'il a marqué les annales de la télévision française
par un incontestable côté bête de scène. Et au fond, vous vous disiez, moi, Anne Sinclair, moi je suis juive, je suis fille de juifs, originaire des États-Unis, mais d'Europe centrale, je ne veux pas participer à ce grand barnum médiatique. Et est-ce qu'au fond, c'était pas un réflexe éminemment sain que vous aviez eu contre la majorité, la doxa journalistique de l'époque? Oui, la doxa journalistique se voulait imparable sur le thème « Un journaliste doit donner la parole à tout le monde ». Finalement, et d'ailleurs, on l'entend aujourd'hui. Théoriquement, en démocratie, tout le monde a en effet droit à la parole. Et tant qu'un parti n'est pas interdit, il n'y a pas de raison de l'ostraciser. C'est pour ça que je vous dis que ma position était très délicate, parce qu'elle était très personnelle, non pas seulement parce que je suis juive et qu'il m'insultait, mais c'est aussi parce que profondément, je crois qu'il était, et c'est sans doute une différence avec sa fille, que je n'apprécie rien, mais qui néanmoins aujourd'hui est moins outrancière dans son discours, a été moins dans la transgression, et avec moins d'un passé. Jean-Marie Le Pen avait été tortionnaire en Algérie, avait été pour l'Algérie française, avait édité les disques des chansons du Troisième Reich. Et n'hésitez pas à faire des provocations antisémites. Exactement. Donc sa fille se tient carreau pour des raisons peut-être de fond, ne faisant pas de procès, mais en tout cas évidentes électorales. Aujourd'hui, ce serait pas bien vu. Et donc, le problème ne se poserait pas. Mais je pense que c'est un sujet qui est justement très difficile parce que le curseur, où le place-t-on le curseur? Et évidemment, on m'accusait de placer un curseur qui était en fonction de ce que je ressentais, ce qui n'était pas complètement faux. Alors aujourd'hui... Alors, j'ai jamais répondu à votre première question. Ah oui, allez-y, bien sûr. Mais il n'est jamais trop tard, vous savez. Les dialogues, justement, nous ne sommes pas à la télévision, nous ne sommes pas à une heure spécialement de grande écoute sur la télévision, nous sommes au CRIF, nous avons les caméras du CRIF, donc vous pouvez revenir en arrière, il n'y a pas de problème. Voilà, alors je n'ai pas répondu à votre première question, quelles étaient les émissions qui m'avaient marqué. Alors, vous parliez de Mitterrand, bien sûr, parce que c'était... j'ai interrogé Mitterrand, j'ai interrogé Chirac. Tension paroxystique, donc avec Mitterrand. J'ai interrogé Giscard, j'ai interrogé Sarkozy. À ce moment-là, hein. Ouais. Oui, moi j'étais... Mitterrand m'a toujours intéressé et j'ai toujours trouvé... Enfin, j'étais en 81, j'ai voté Mitterrand et c'était un secret pour personne. Néanmoins, quand il faut faire son métier, on fait son métier. Et là, les questions me dérangeaient et il était très mécontent que je lui pose des questions qui me dérangent et j'ai continué à faire mon métier. Sur Mitterrand, c'est pas la peine d'y revenir, mais le livre de Péan a été pour moi un autre type de Un coup de l'air, voilà. Donc, oui, Mitterrand sûrement, Delors, parce qu'il y a eu une dramaturgie, alors là, on parlait tout à l'heure de dramaturgie, mais là, elle était extrême, puisque tout le monde attendait qu'il soit président. Voilà, mais en 1994, il est donné pour candidat. Tout le monde imagine que c'est d'ailleurs le prochain président de la République, donc attention, au pronostic actuellement, on se trompe souvent. Et finalement, je suis sûre d'en pas m'en demander à moi parce que j'étais absolument persuadée qu'elle allait être candidate. C'est pas grave, mais pour vous dire à quel point je suis une mauvaise prédictrice, c'est que j'étais allée le voir à Bruxelles et j'étais ressortie de cet entretien absolument persuadée, donc c'était 5 jours avant, vous voyez mon flair politique, j'étais absolument persuadée qu'il allait être candidat parce qu'il m'avait interrogé pendant 10 minutes sur l'avenir d'un petit parti centriste qui était dirigé par, je ne me souviens plus de son prénom, mais Bernard Bosson, et savoir si Bosson ou Bayrou allait prendre la tête de ce petit parti l'intéressait infiniment. Je me suis dit, bon, s'il n'est pas candidat, il s'en fout. Et s'il est candidat, voilà, justement, ça se demande s'il aura le centre avec lui. Donc vous voyez, mes pronostics à moi ne valent rien. Alors j'ai revu l'émission, juste un jeu pour Francis. Alors si je suis attiré par deux Francis à la fois... Francis Meffa, c'est le président Khalifa, non? C'est juste pour suivre sur Delors. Est-ce que vous croyez possible qu'il vous ait interrogé sur ce petit parti parce qu'il était peut-être encore candidat et qu'il ait changé d'avis après? Non, sa décision a été prise depuis longtemps. Et sa décision d'ailleurs, et c'était très intéressant parce que je lui avais demandé de me dire à l'avance, parce que c'est quand même difficile d'aller devant des millions de téléspectateurs sans du tout savoir où on va.
Donc il m'avait dit, je lui ai téléphoné le matin, je lui ai dit écoutez, vous ne pouvez pas me laisser dans cet état-là, ça va être très compliqué de faire une émission avec vous sans savoir où vous allez. Il m'a dit je vous le dirai 10 minutes avant. Donc à 7h-10, qui me donnait un laps de temps considérable, à 7h-10, parce que l'émission était en direct à 7h, 19h, il arrive au maquillage, il fait sortir tout le monde pour préserver le secret, et il me dit qu'il n'y va pas. Moi j'accuse le coup, parce que j'espérais franchement qu'il y aille. Mais tout de suite, je lui dis, bon, on ne peut pas commencer comme ça, parce que sinon les gens ferment le bouton pour se coucher. Et donc, j'ai même fait une émission. Et lui-même dit, mais non, mais pas du tout, j'ai envie, au contraire, de pouvoir expliquer quelles sont les raisons qui m'amènent à cette décision, etc. Donc, nous convenons qu'on fait à peu près une demi-heure sur ces raisons profondes d'analyse de la situation française, d'ailleurs qui était fort brillante et tout à fait pertinente. Et c'est moi à 7h30 qui donne sa réponse. Or, pendant cette demi-heure, il a été tellement, j'allais dire, je ne veux pas dire ambigu, parce que c'est pas, il ne cherchait pas à l'être, mais il y avait une telle bataille, à mon avis, personnelle, intime en lui, que tout ce qu'il disait aurait conclu, oui, mais aurait conclu théoriquement à une position de candidat. À tel point d'ailleurs que non seulement moi je me suis dit, mais pauvre idiote, t'as rien compris, en fait il a dit non, mais il pense oui, mais je suis... ça peut arriver dans la vie. Hein. Ça peut arriver dans la vie, et comment mais l'ex-mari, enfin le premier mari de Martine Aubry, Xavier Aubry, a téléphoné, il était chez lui, il a téléphoné à sa belle-mère, donc la femme de Jacques Delors, en disant est-ce qu'il a changé d'avis. Donc c'est vous dire à quel point, alors non seulement Balladur, Chirac, tout le monde l'a dit, on était sûr, Mitterrand, tout le monde l'a dit, on était sûr qu'il allait gagner. Et donc il y avait vraiment en lui une sorte de bataille où toutes les raisons le poussaient à y aller, et des raisons personnelles, tout à fait honorables, le poussaient à dire non. D'ailleurs le lendemain matin, quand il m'a téléphoné, et je lui ai dit qu'on avait 13 millions de téléspectateurs. Et là, je dis, 13 millions. Je dis, vous ne me dites pas que vous regrettez. Hein. Vous débriefiez souvent les émissions après coup par téléphone avec les invités? Non, rarement. Et Gorbatchev, ça s'est passé comment? Ça, je n'ai pas débriefé par téléphone. Non, ça je m'en doute. Mais vous avez dit de lui que c'était un formidable joueur de poker. Pourquoi? Parce que l'émission... vous savez, il y a des moments dans la vie de journaliste où on se dit... on est un petit piéton sur le bord du trottoir et on regarde passer l'histoire. C'est ce que je me dis aujourd'hui, hein, vous savez. Non, c'est pas une blague. Et on regarde passer l'histoire et donc on a le sentiment que qu'on vit un moment important pour soi, de témoin de quelque chose qui est en train de se passer. Moi, on était en pleine... catalepsie du régime soviétique. Je suis arrivée au Kremlin, il faisait moins 20 degrés. C'est fin 89, hein, c'est 91. 91, oui, absolument, c'est après la 91, et il neigeait, il faisait moins 20 degrés. Le planton en bas me dit pourquoi vous voulez venir interviewer Gorbatchev. Je me suis dit il y a des choses qui sont quand même en train de changer au Kremlin. Et on monte dans des escaliers complètement déserts, il n'y a plus personne. Je me suis dit, je vois le fantôme de Lénine sortir par une porte et celui de Catherine II rentrer par l'autre. C'était tout à fait étonnant. J'arrive dans le bureau de Gorbatchev, qui était un peu plus petit que cette salle, mais enfin qui était quand même très basse. Il y avait une très belle moquette au sol, et il n'était même plus propriétaire de la moquette, là. Et il était en train de dire, je dirige ce pays, l'État c'est moi, le nucléaire c'est moi. Et il était plus rose que vous et moi après une nuit ou quelques embouteillages dans la rue. Une nuit sans sommeil ou quelques embouteillages dans la rue. Donc il était, oui, il jouait magnifiquement, ça a été sa dernière interview mondiale, et c'était tout à fait incroyable. Et quand on est reparti, heureusement, on avait un avion privé, l'équipe avait un avion privé pour repartir, mais il n'y avait plus personne sur l'aéroport de Moscou. On portait les projecteurs, les caméras qui étaient plus volumineuses que les petites caméras qu'on a aujourd'hui, et tout un matériel. On n'avait même pas pu faire le plein d'essence, on a dû s'arrêter en Turquie pour faire le plein d'essence, pour vous dire que la vie s'arrêtait. Et on est parti vers
vers l'Occident heureux, riche, et alors qu'on avait le sentiment d'un monde entier qui s'écoulait. Et ça, c'était des souvenirs qui restent... Alors, il faut le dire, hein, sur 7 sur 7, une des particularités de cette émission, on va dire quasiment chaque émission en réalité, c'est que la parole n'est jamais affadie. Hein, c'était toujours, vous suscitiez toujours une parole forte de la part de vos invités, fût-il d'ailleurs des invités culturels, c'est plus compliqué souvent d'ailleurs. Oui, justement, les invités culturels, je ne leur demandais pas la même chose. Non, bien sûr. Les invités culturels, j'essayais là pour les mettre en valeur. D'abord, c'était assez courageux de leur part, et c'est de moins en moins le cas pour les invités culturels de donner leurs sentiments politiques. Alors il y a eu notamment des déclarations fortes, hein, là aussi, et courageuses, de Bruel contre le Front National. C'est chez vous qu'il les fait? Oui, et il voulait le faire parce que c'était au moment d'élections régionales et on parlait beaucoup de l'abstention des jeunes et il voulait motiver les jeunes pour aller voter. Et donc il a regardé la caméra dans les yeux, si je veux dire, et en s'adressant aux jeunes en disant « Allez-y, dérangez-vous, inscrivez-vous sur les listes et allez voter pour faire barrage ». Et c'était un engagement très fort. Il y a eu d'autres engagements qui étaient peut-être moins spectaculaires, mais qui étaient très courageux, parce qu'après tout, les personnalités culturelles ou artistiques, ou les intellectuels, les écrivains, se coupaient de la moitié de leur public. Alors on peut dire qu'il y a un intellectuel qui est né quasiment chez vous, enfin pour le grand public, il est né chez vous, c'est Fidel Comte. Hein, il passe donc une première fois, je crois, en 85, c'est ça, à 7 sur 7, probablement. Non, mais je n'ai pas vérifié, mais je le dis, il me semble. Oui, moi, je m'en souviens, mais je m'en souviens. Elle est faite donc plus jeune encore. Non, c'est pas ce que je veux dire. Vieilli exprès. Non, mais pensez-vous. Une élégance, c'est Oh non, alors j'espère pas, non. Mais donc je me souviens. Vous aimez bien la platinerie? Bien sûr. Et donc je me souviens de Fidel Comte, il est découvert par les Français grâce à 7 sur 7. Oui, mais... C'est quoi vos impressions avec lui? C'est pas un très bon client de télé au départ, il est timide, non? Ah, je trouve pas. Il avait déjà une parole extrêmement fluide, un raisonnement impeccable, une rhétorique extrêmement intelligente. Voilà, il était... Trop compliqué? Non, pas trop compliqué. Pas trop compliqué. Pourtant, c'était, je crois que le livre était la mienne d'une négation, me semble-t-il, je crois que c'était celui-là. Ce qui n'était pas extrêmement simple pour expliquer à tous les téléspectateurs. C'est vrai qu'on puisse dire, oui. Mais en tout cas, il avait fait lui aussi un appel extrêmement fort contre l'extrême droite. Et je me souviens, c'était une époque où justement, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir à quel point cette émission a en effet 35 ans, mais les thèmes sont restés assez permanents. Alors lesquels justement? Et ça m'a frappé justement en revoyant des émissions. C'est à quel point, que ce soit sur l'Europe, j'ai fait un débat avec Simone Veil, qui était c'est la grande Maastricht, Simone Veil qui était pour le oui, Pasqua qui était pour le non. Et c'est Simone Veil, on peut le dire, elle dit, il y a 48 ans, j'étais à Auschwitz, j'étais une jeune fille à Auschwitz, et donc effectivement ce vote pour Maastricht, pour ou contre Maastricht, est absolument... Et elle a dit aussi autre chose qui résonne aujourd'hui avec le Brexit d'une manière extraordinaire. Oui. Elle a dit, c'est pas tellement le oui qui est important dans ce vote, mais imaginez seulement que la France dise non. Absolument. Et bon, il y a 92 Maastricht, donc il y a combien? Vous savez compter? Je ne sais pas, bon, là je suis dévalisé par vous. 27 ans, voilà. Évidemment, la problématique de l'immigration est présente. C'est là que Rocard a dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, que Macron a repris la phrase il y a un mois ou deux. Il y a évidemment le voile. Je me souviens d'une émission avec Giscard qui était assez difficile, puisque Giscard avait fait un papier en une du Figaro Magazine pour dire l'invasion, qui était une autre façon de dire, qui rappellerait aujourd'hui le grand remplacement. Donc on a eu un échange un peu musclé. Donc tous ces thèmes-là étaient parfaitement d'actualité hier et le sont toujours aujourd'hui. Je pense les retraites avec Juppé en 95 qui vient et qui commence d'ailleurs l'émission. Je lui demande, on est en pleine grève, imaginez que j'ai voir Philippe demain. En pleine grève, je lui dis comment vous trouvez
quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Il commence par un immense soupir. Voilà. Et pour commencer une émission de télévision, c'est quand même c'est un peu spécial. C'est très spécial. C'est un mérite de la sincérité. Voilà, exactement. Et puis, donc voilà, le problème des retraites, le problème des thématiques socio-économiques, tout ça était vraiment très prégnant. Et en revanche, il y a deux sujets qui sont passés à la trame. Deux sujets qui n'existaient pas à ce moment-là, en tout cas pour moi et pour le grand public. Le premier, c'est l'environnement au sens de la planète, du climat, de l'écologie, etc. Les écolos, évidemment, étaient très sensibilisés, mais moi-même, je ne l'étais pas beaucoup. Mes enfants sont occupés de me corriger par la suite. Mais surtout, le grand public n'était pas vraiment concerné. Je me souviens d'un débat à la télévision entre Haroun Tazieff, le spécialiste des volcans, et le commandant Cousteau, sur l'homme est-il responsable du réchauffement de la planète? Et c'était un débat au dossier d'écran à l'époque, mais dans le début des années 80, et où Cousteau rigole en disant mais comment pensez-vous que la mer elle est capable d'absorber toutes au contraire c'est un organisme vivant qui sera toujours transformé. Croyez-vous que l'homme puisse vraiment dénaturer la nature? On pensait pas au plastique, on pensait ni au plastique, ni à la couche d'ozone, ni à CO2, on pensait à rien. Et donc, ce thème-là était complètement absent et il a évidemment surgi. Alors, il y a un deuxième thème qui était absent, mais vous aviez pris quand même les devants parce que j'ai recapitulé, je ne vais pas vous faire la liste, je ne veux pas lasser l'attention de notre public, mais j'ai recapitulé le nombre de femmes qui étaient invitées à 7 sur 7, donc sur près de 14 ans de fonctionnement de l'émission. Et il n'y en a pas eu. Ah non, il y en a un nombre tout à fait conséquent. Très en dessous de non, il y avait un nombre tout à fait conséquent pour l'époque. C'est-à-dire qu'effectivement, ça correspond à ce qu'on fait plutôt, qu'on essaye de faire aujourd'hui dans les médias. Et pour l'époque, franchement, vous étiez précurseur. Il n'y avait pas beaucoup de femmes, tout simplement parce que j'étais le reflet de la société. Et les femmes étaient très peu présentes en politique, on le sait, dans la parité. Les femmes étaient beaucoup plus présentes dans les domaines artistiques ou intellectuels. Elles étaient chez nous. Et celles qui avaient un peu de présence étaient venues chez moi. Mais il y a alors un troisième métier lié, un troisième sujet qui me semble qui était complètement absent. C'était les rapports hommes-femmes qui sont devenus aujourd'hui extraordinairement tendus, prégnants, conflictuels et surtout un vrai sujet à la fois de sensibilisation, d'émotion et de discrimination. Un vrai sujet politique aussi, etc. Dans le débat actuel et intellectuel entre les différentes formes de féminisme. Alors, j'aimerais qu'on bascule dans la France d'aujourd'hui. Alors, on fait un zoom, voilà, 30 ans. En 30 ans, qu'est-ce qui s'est dégradé dans la société française? Est-ce qu'on peut dire que... Ah, j'ai plus de micro, ça y est, je suis censuré. Non, ça continue. Bon. Et est-ce qu'on peut dire qu'en 30 ans, l'esprit démocratique s'est affaibli face à de nouveaux ennemis idéologiques? Ça mériterait, c'est un sujet de thèse. Non, on va le traiter sous une forme plus conversationnelle ce soir. Je ne dirais pas exactement ça. Je pense que, d'abord, comme on l'a dit, je crois que la politique aujourd'hui étant partout, la parole politique s'est de fait affaiblie. C'est sûr. Vous ne pouvez pas ouvrir un écran de télévision sans que vous ayez mini-débat sur n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Et donc, évidemment, le sens du débat public et civique a un peu disparu. Deuxièmement, l'avènement des réseaux sociaux a considérablement dégradé la pensée, la parole et la circulation des idées. Et ça, je crois que c'est absolument évident. Il reste qu'il y a eu un grand chambardement politique il y a 2 ans, où à la fois Emmanuel Macron a eu de la vision et énormément de chance, qui est qu'il a tenté le vide s'étant fait et l'ensemble de la classe politique ayant explosé, il a tenté d'occuper, et il a réussi parfaitement, une place très centrale. Résultat, les extrêmes sont aux 2 extrémités de l'omelette et c'est pas forcément facile à gérer. Oui, alors
l'élection présidentielle elle-même a été une vraie réussite de ce point de vue, puisqu'il a neutralisé les deux extrêmes. Cela dit, depuis l'extrême gauche, on y reviendra peut-être avec un grand ami de Francis. Ah, ils sont très amis maintenant. Oui, très amis. Ça baigne entre eux là. Oui. Donc l'extrême gauche s'est quand même beaucoup marginalisée, mais depuis l'élection présidentielle, l'extrême droite a repris une vigueur considérable. Et si moi je suis très soucieuse de cette situation, c'est que je trouve que le débat s'est cristallisé à tel point qu'il y a aujourd'hui deux forces. Alors justement, là on entre au cœur du sujet, Anne Sinclair. Certains disent que c'est la faute au fond de l'analyse macronienne. Vous savez que vous faites exactement comme les journalistes. Ah, c'est pas jamais. Ah, c'est pas Je ne peux pas finir ma phrase. Vous m'avez assassiné. Alexis est un homme merveilleux, mais il a tellement de fougue et il poursuit lui-même son propre raisonnement qu'au fond, moi je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous taquine, décidément. Non, simplement. Je suis toute oui. Non, je ne sais même plus où on en était. Non, mais est-ce que le macronisme, au fond, bien sûr, dans l'analyse, il avait raison, dans la pratique, il repousse aux extrêmes toute forme d'opposition. Et donc, ça fait courir un danger. Il ne repousse pas aux extrêmes. Je dirais que, par définition, en se mettant lui-même, et il le fait très volontairement, face à Marine Le Pen, ça gonfle automatiquement l'extrême droite qui apparaît à des tâchons comme étant la seule force d'opposition. Et je trouve que c'est un jeu qu'on connaît bien en politique. Mitterrand y avait joué en son temps, avait fait gonfler le Front National en lui permettant d'accéder au Parlement. Là, il y a une forme de tête-à-tête que je trouve extrêmement dangereux et qu'on peut... je trouve toujours extrêmement dangereux de jouer avec le feu. Alors, parce qu'il peut se passer des tas de choses, il peut se passer que... il peut toujours se passer des accidents en démocratie. Et on l'a vu aux États-Unis, la veille au soir, moi je suis allée me coucher très sereine et je devais faire un billet le lendemain matin sur les ondes d'Europe 1 et j'ai mis mon réveil à 5h du matin, très tranquille, et j'ai assisté en direct à ce qu'on pensait impensable, l'élection de Trump. Eh bien, il peut toujours y avoir des accidents. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'esprit des gens qui diraient on ne va pas nous refaire le coup plusieurs fois. Et donc, des gens qui n'iraient pas forcément voter Marine Le Pen, mais qui s'abstiendraient et qui refuseraient ce jeu, au risque de, quand j'entends ce raisonnement, je dis, mais vous vous rendez compte que vous risquez à ce moment-là de faire passer Marine Le Pen, mais il y a une sorte d'exaspération qui dit qu'on ne veut pas être instrumentalisé et obligé d'être dans un face-à-face que nous refusons. Ça, c'est un premier risque. Le deuxième risque, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir une vague populiste encore plus importante qu'elle n'existe aujourd'hui. Après tout, elle a eu lieu en Italie, elle a eu lieu dans l'Europe de l'Est, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, je trouve dangereux d'antagoniser à ce point. Alors vous me direz, vous voyez, cette fois je prends la question à votre place, vous me direz ce thème, je n'ose plus parler. Ah non, je vous interromps plus. Non, c'est pas drôle, c'est pas tout de même. Si, je vous interromps. Alors, est-ce que vous êtes embêté dans ce contexte qui se tend politiquement, incontestablement, et pour des raisons qui ne sont pas seulement syndicales? Est-ce que vous êtes embêté de constater qu'un autre parti d'opposition, enfin en tout cas qui a vocation à incarner une opposition, progressiste celle-là, emprunte de plus en plus sa rhétorique, sa grammaire, ses méthodes à l'adversaire d'extrême droite? C'est pas seulement un parti, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il y a des électeurs qui sont extraordinairement différents à l'extrême gauche et à l'extrême droite, et qui néanmoins peuvent se rejoindre, et quand je parlais de l'Italie, c'est volontairement, peuvent se rejoindre sur des thématiques communes qui sont, avant de venir aux problèmes qui nous concernent plus directement sur l'antisémitisme, mais qui concernent simplement la haine des élites.
Et la haine des élites est quelque chose qu'on peut comprendre parce que, en effet, ils ont accaparé l'État, l'impression de tout savoir. Les énarques ont en effet occupé l'ensemble des fonctions gouvernementales ou même dans l'industrie privée de manière très prégnante. Et donc, on peut comprendre l'exaspération de certains qui ont l'impression qu'il y a un monde en dehors d'eux. D'autant plus que ce monde-là, ce monde des élites, est un monde qui est un monde de la mondialisation, qui est un monde ouvert, qui est un monde connecté, qui est un monde urbain, et que pour tous ceux qui ne sont pas ça, c'est-à-dire qui ne sont pas connectés, ou moins connectés, qui sont plus âgés et moins comment dirais-je, bobos, pour tous ceux qui sont moins urbains et plus campagnards, pour tous ceux qui se sentent à la marge de la société, pour tous ceux qui se sentent à l'écart de la mondialisation et qui pour eux n'est pas heureuse, comme ça peut l'être pour les autres, eh bien il peut y avoir la tentation de renverser la table. Et la tentation de renverser la table est la chose qui me terrifie le plus. Vous pointiez cette tentation déjà dans votre livre il y a 2 ans, La chronique d'une France blessée. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que France Insoumise, qui devrait jouer le rôle de réceptacle de la colère, mais pour la détourner du populisme pur et dur, au fond ne joue plus ce rôle? Je crois que le populisme est partout, et oui. Il est également à l'extrême gauche, il n'y a aucun doute à ça. Et aujourd'hui, attiser les colères sans proposer de voie de sortie est une tendance qui existe dans tous les pays où il y a justement ce populisme qui monte et qui est extrêmement dangereux. Alors pour en revenir très précisément à la France Insoumise, je dirais d'ailleurs il n'y a même pas qu'elle. Quand vous voyez les Gilets jaunes, qu'est-ce que c'était les Gilets jaunes? C'était une révolte compréhensible pour un certain nombre de gens qui, en effet, ne pouvaient pas boucler leur fin de mois, qui étaient des femmes célibataires qui élevaient des enfants et qui étaient seules, qui avaient des gros soucis, en effet, de vie. Bon, ça, c'était parfaitement légitime. Mais il y avait aussi des tentations qui étaient autres. Et d'ailleurs, le refus même de la représentation par les Gilets jaunes, c'est-à-dire le refus d'avoir une voix médiatrice, le refus de la représentation politique et la base même de toute dérive autoritaire, c'est-à-dire avoir directement, face à face, le peuple et les dirigeants. Et ça, je trouve que c'est la tentation la plus dangereuse qui soit. Alors, pour en venir à la France Insoumise, et notamment au dérapage absolument lamentable et scandaleux. On le rappelle pour ceux à qui ça va échapper, dans un texte sur la défaite du travailliste Jérémy Corbyn, Jean-Luc Mélenchon l'impute au groupe de pression israélien et notamment il aurait pu tout le juif et notamment il dit je ne me soumettrai pas ni au capitalisme international, ni je sais pas quoi, la réforme des retraites à point, ni au dictat du crime. Mais alors il y a une lepénisation du mélenchonisme. Oui, enfin, c'est compliqué de dire ça comme ça vite. Mélenchon, et je crois peut-être que c'est d'ailleurs un peu plus grave, Mélenchon n'est certainement pas antisémite lui-même, sûrement pas. Je suis persuadé qu'il ne l'est pas. Mais qui prennent cette rhétorique, après tout, les reins et les cœurs, comme disait Pompidou, on s'en fiche. Enfin, peu importe le fond de ce qu'on pense, si son discours revient d'abord à soutenir Corbyn, dont il est absolument évident que Corbyn a rendu, d'ailleurs, c'est au sein du Parti travailliste qu'il y a une véritable révolte, des travaillistes aujourd'hui britanniques, juifs, se sentent mal à l'aise, des non-juifs ont critiqué cette dérive, et aujourd'hui, défendre Corbyn, il a le droit de défendre Corbyn qui voulait une autre politique économique en Angleterre, ça le regarde, bon. Mais défendre Corbyn sur ce terrain-là et s'en prendre au lobby juif en général et donc à son représentant en France de la communauté juive, qui est le CRIF,
c'est absolument scandaleux. Voilà. Et donc, je crois que, d'ailleurs, il s'en mord sûrement les doigts, mais comme à chaque fois, vous savez, il fait un scandale quand on vient perquisitionner, et puis il se fait condamner par la justice. Il fait un dérapage qui est quand même monstrueux, et où je crois que CRIF a raison de ne pas vouloir lui donner la parole pour le poursuivre et donc entamer le débat, y compris dans un tribunal. Tout ça me paraît tout à fait légitime. Je crois que là, il a perdu des plumes, et plus il perd des plumes, plus un certain nombre de protestataires vont dire de toute façon, il n'y a plus d'autres canaux de protestation. Il perd une occasion formidable de se montrer responsable. Et comme la gauche social-démocrate s'est effondrée, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, elle se porte mal, dans un certain nombre de pays, et aux États-Unis, on va voir si elle peut s'en dresser, j'en doute. Donc, il y a évidemment ce canal, cette aspiration vers des partis qui nous font peur. Alors, comment est-ce qu'on fait stop et comment est-ce qu'on met fin à cette tentation illibérale que vous pointez? D'abord, en prenant conscience que la démocratie n'est pas synonyme de liberté. La démocratie, et ça a été montré à la fois par un essayiste comme Yashamouk, qui a fait un livre très intéressant il y a un an là-dessus, ça peut être démontré par Farid Zakaria, qui est un spécialiste américain, élève de Huntington, ne partageant pas forcément toutes les analyses de Huntington sur le choc des civilisations, mais néanmoins qui a été un des premiers à utiliser le mot illibéral, et qui est devenu aujourd'hui dans le langage courant. On a montré que démocratie et liberté n'allaient pas forcément de pair. Prenez l'exemple de la Hongrie de Viktor Orban. C'est un pays qui est démocratique parce que le droit de vote existe, mais la démocratie, c'est pas que le droit de vote. La liberté d'expression n'existe difficilement, la liberté de la presse est contrecarrée, la chasse à Soros, qui est devenu l'emblème de la juiverie internationale, est quand même un signe incroyable. Les propos, et d'ailleurs lui-même, Orban, se vante d'être lui-même. Il dit, oui, nous sommes une démocratie illibérale, du genre, au fond, on s'affranchit des règles du libéralisme, le libéralisme étant synonyme pour un certain nombre de gens. Vous savez, la sémantique et l'usage des mots est très important. Le libéralisme étant le symbole pour un certain nombre de gens du libéralisme économique et donc d'une certaine politique qui est plutôt favorable à ceux qui ont du bien plutôt que ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est vraiment une tentation extrêmement grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Heureusement, je ne suis pas une femme politique, je suis une observatrice suffisamment inquiète pour m'alarmer d'un certain nombre de choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire? À chaque fois, alerter, être vigilant, qu'est-ce que peut faire le citoyen? Se déplacer, surtout pas laisser la place à l'abstention, s'engager, dire ce qu'il pense, faire vivre la presse qui ne se porte pas bien dans nos pays, en tout cas en France. Bon, mais quand vous voyez par exemple Boris Johnson, on l'a comparé à Trump, il est beaucoup plus intelligent, il est tout aussi menteur, et il est très habile. Et il a montré sa capacité d'ailleurs au mensonge, puisqu'il a lui-même reconnu qu'il avait menti pendant la campagne du Brexit de manière éhontée en disant des choses fausses. D'ailleurs, il était contre le Brexit, il a sentiment tourné, il est venu pour. Bon, enfin bref, peu importe, je ne fais pas la psychanalyse de Boris Johnson. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais quand je vois aujourd'hui Boris Johnson, je lisais ça dans Le Monde d'hier ou d'aujourd'hui, je ne me souviens plus, qu'il est en guerre contre la BBC, qui est quand même un symbole de la démocratie britannique et donc de la démocratie parlementaire, et il dit que la BBC a été partiale et il veut s'en prendre à la BBC qui n'a pas, selon lui, donné assez d'espace aux partis autoristes, alors que l'avis de tous les observateurs, c'est que la BBC a été impeccable et qu'ils ont au contraire un souci extrêmement aigu de
l'équité. Quand vous voyez que Trump aujourd'hui, sans aucun argument valable pour sa défense sur la conversation évidemment qu'il a eue avec le président ukrainien, où il a volontairement essayé de le convaincre d'essayer d'enquêter sur le fils de son principal adversaire politique du moment, à savoir Biden, c'est une évidence, il ne se défend même pas, il considère que le mensonge fait foi. Au fond, le règne du fake news, et c'est ça le plus important, c'est que la vérité n'a plus d'importance. Au fond, qu'un fait soit vrai ou faux n'est plus le sujet. Il suffit de l'affirmer avec suffisamment de culot, d'audace et même d'outrance pour créer, d'ailleurs, c'est ce que disent ceux qui ont imaginé l'idée de fake news, c'est que c'était bien, comment c'était la réalité du fait, et secondaire, ce qui est important, c'est la perception, c'est l'émotion, c'est l'exagération, c'est l'empathie qu'on suggère, et ça, c'est exactement conforme à tous ce que Tocqueville dénonce dans la démocratie en Amérique, et ce qui est conforme à toute la science politique qu'on connaît sur les partis totalitaires. Alors aujourd'hui en France, quelles sont les réalités communes que les citoyens partagent, d'après vous, Anne Sinclair? Sur quoi ils se mettent d'accord? Qu'est-ce qui nous reste en commun? Écoutez, j'espère un minimum très fort, qui est quand même l'attachement à la démocratie, l'attachement au pluralisme, l'attachement à des valeurs communes de liberté, d'exercice à la fois du droit du citoyen, parce qu'encore une fois, la démocratie, c'est l'état de droit, c'est pas seulement la liberté de vote, hein, c'est l'état de droit, c'est un minimum justement de non-contestation, presque des sachants. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que les sachants eux-mêmes, c'est-à-dire les magistrats, les professeurs, les scientifiques, quand on voit la campagne, par exemple, sur les vaccins, enfin, quelle est la mère de famille aujourd'hui qui ne considère pas que les vaccins sauvent et ont sauvé des générations d'enfants? C'est même pas à démontrer. Et de la même manière qu'on peut dire aujourd'hui la Terre est plate, on peut dire que les vaccins sont aujourd'hui dangereux. Donc la parole du scientifique, c'est-à-dire celui qui sait, est mise en question. Au fond, aujourd'hui, le citoyen moyen se dit sur ce sujet sur lequel je ne connais rien, j'en sais autant que toi qui connais le sujet. Et donc c'est ça, c'est l'individualisme poussé à l'extrême qui fait que la parole de chaque individu vaut la parole du voisin. Or, c'est pas vrai. Il y a un certain nombre de gens qui sont des experts, il y a justement un certain nombre de gens qui disent la vérité, il y a un certain nombre de faits scientifiques. Galilée, il en est mort pour ça. Enfin, Galilée a dit les faits contre justement un tribunal qui lui disait non, les faits ne sont pas ceux-là. Donc c'est ça qui m'inquiète, c'est ça qui est grave. Et c'est ce qui est grave aujourd'hui, c'est notre réaction tous les jours, et même à nous, quand on dit j'en sais autant que lui, je peux m'exprimer autant, ma parole, et les réseaux sociaux, c'est ça. C'est sur le réseau social, sur Facebook, sur Twitter. Moi, je ne suis pas sur Facebook, mais je suis sur Twitter, et donc je vois ce qui passe, y compris les insultes à mon endroit, et elles sont nombreuses. Et donc, je vois très bien, c'est la contestation immédiate du propos qui est tenu par quelqu'un qui a la légitimité pour le tenir. Donc, quand il n'y a plus de légitimité, quand tout est contesté, quand on conteste la démocratie représentative, alors, démocratie représentative, ça peut être démocratie participative, on n'a pas encore trouvé les moyens de faire la démocratie participative. Bon, quand on conteste tout ça, on arrive à une sorte de bouilloire, de chaudron. Alors je vais vous paraître, c'est peut-être parce que j'étais prise dans les embouteillages, mais je suis inquiète sur un climat moral, un climat politique, un climat de violence verbale, d'agressivité. La société est en train de devenir très violente. Alors on s'en va quelques minutes ensemble dans un pays qui connaît une autre forme de balagan, puisque c'est le mot à la mode, qui nous vient de l'hébreu. Je ne traduis pas pour personne, bien sûr.
vous êtes depuis toujours... C'est à la mode pour nous. Non, mais c'est un mot qui est devenu à la mode en France. Vous croyez que les gens savent Balagan? Non, je pense qu'ils doivent savoir. Si, bien sûr. Quand même. Vous allez à BFM-TV, vous dites Balagan. J'évite. Non, j'évite, vous avez raison. Alors évidemment, sur Radio J. Je le dis. Mais alors, vous, en tout cas, Anne Sinclair, depuis toujours, vous êtes une amie indéfectible de l'État d'Israël. Vous n'en faites pas forcément état tous les jours, mais vous avez un lien intime et vital avec l'État d'Israël. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les accomplissements de la nation juive, donc 70 ans après sa création? L'État d'Israël et moi, on a exactement le même âge. Pardon, je n'y pensais pas, mais voilà. Donc, c'est petit, hein. Voilà, je dis, les hasards de ma naissance. Hein. Oui, mais c'est une belle naissance. Oui, je suis même 3 mois plus jeune. Bon. Enfin bref, donc ça fait en effet 70 ans qu'Israël existe et qui est un bienfait pour le monde et pour les Juifs, évidemment. Donc je suis indéfectiblement attachée à l'existence de l'État d'Israël. Je ne sais même pas si c'est la peine de le dire, ça va de soi. De la même manière que j'ai toujours, et probablement parce que je m'appelais Sinclair, j'ai toujours voulu qu'on sache en France que j'étais juive, et j'ai tout fait pour ça, d'ailleurs c'est réussi, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, pour le meilleur et pour le pire. Et de la même manière, je suis effectivement attachée à l'État d'Israël. Cela n'empêche pas que je... Oui, on peut l'applaudir, oui. Oui, mais enfin, bon, ça franchement, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. En revanche, sur la politique de l'État d'Israël, je suis, en tout cas la politique conduite aujourd'hui, je suis en désaccord. Et j'estime, alors évidemment, quand je vais en Israël, j'ai quelquefois réticence à le dire, parce que, après tout, ils sont capables de me dire, attendez, vous êtes de la diaspora, vous êtes bien tranquille chez vous, venez ici, etc., et vous aurez le droit de parole. Et ils auraient raison. Cela dit, on a le droit de s'exprimer sur la politique de Trump, que je l'ai fait tout à l'heure, sur la politique de Johnson, sur la politique de Macron, on peut s'exprimer sur la politique de Netanyahou. Je suis en désaccord depuis longtemps avec la politique de Netanyahou. Je suis une très ancienne amie de Shimon Peres. J'ai toujours été très proche des travaillistes, je suis très proche de l'esprit de la création de l'État d'Israël, et souvent, il me semble que l'État d'Israël s'éloigne de cet esprit, ce qui m'inquiète. Alors justement, si les idéaux historiques... Non, mais bien sûr, bien sûr. Juste sur ce sujet-là, parce que je crois que c'est important, comment vous expliquez que, justement, ce parti travailliste auquel vous adhérez sans problème au niveau des idées, bien sûr, comment vous expliquez que, justement, il est perdu toute cette audience? Exactement de la même manière que les partis sociaux-démocrates, ici la Suède, ça tient encore, du nord de l'Europe au sud de l'Europe, de l'est à l'ouest, aient perdu cette audience-là parce qu'ils n'ont pas su se réinventer, parce que d'abord l'idéal sioniste était quelque chose de fort qui a permis la création de l'État, mais qu'au-delà de ça, il faut avoir des réponses sur la société elle-même. Il faut avoir des réponses sur l'organisation sociale et l'économie d'une société. Vous ne pensez pas qu'ils sont surtout en Israël, la gauche progressiste, les travaillistes en particulier, le Meretz aussi, sont victimes tout simplement du fait que ce qui s'est avéré ces 15 dernières années, c'est qu'il n'y a pas de partenaire palestinien pour une négociation de ce qui est au cœur du travaillisme israélien. C'est-à-dire la compromis. Au cœur du travaillisme israélien, il y a la compromis. Donc, à partir du moment où ce partenaire n'existe pas vraiment, le travaillisme perd sa raison d'être géopolitique. Je dirais, pour être tout à fait objectif, qu'il n'y a pas de partenaire des deux côtés. Et que je crois que des deux côtés, il y a presque une satisfaction à ce qu'il n'y ait pas de partenaire. Et donc, moi je continue, bon, je suis ni géopoliticienne, ni encore une fois citoyenne israélienne, et je fais attention à ce que je dis, notamment par rapport aux citoyens israéliens qui, eux, payent de leur sécurité, de leur vie et de leur bien-être la situation là-bas. Mais je pense, et j'aimais l'état d'esprit d'Oslo,
Je suis toujours, même si ce n'est pas du tout la mode, mais partisan d'une solution à 2 États. Je ne suis pas favorable, et de loin, à l'expansion de la colonisation au fur et à mesure des années et des mois. Voilà, je suis en désaccord et je m'inquiète parfois sur, et vous avez vu que les dernières élections qui n'ont pas été très brillantes, parce qu'on va revoter pour la 3e fois, et pourquoi pas le 4e, enfin, puisqu'il y a un système politique qui est ultra-démocratique, mais aussi ultra-bloquant. C'est difficile de constituer des majorités. C'est quasiment impossible. Bon, si on ne réforme pas le système électoral, alors comment voulez-vous que des députés acceptent de réformer un système électoral qui les condamnerait? Donc c'est une solution, c'est ce que la France a réussi à faire avec le général de Gaulle dans une solution de crise, et que l'Italie n'a pas su résoudre, et que Israël ne sait pas résoudre, même s'il y a eu des accommodements et des améliorations dans le système électoral. Mais néanmoins, je ne sais absolument plus où j'en suis, parce qu'avec les digressions que vous me faites faire, je ne sais plus. Non, mais la défaite historique du travaillisme, c'est lié au fait que la paix de compromis n'est pas possible. La paix de compromis n'est pas possible, parce que pour faire une paix, il faut en effet 2 interlocuteurs. Et je dirais que l'interlocuteur palestinien à Mahmoud Abbas est d'une telle faiblesse et il est totalement incapable à l'heure actuelle de faire le moindre geste, mais Netanyahou est incapable aussi. Je ne les renvoie pas dos à dos, je dis aujourd'hui qu'il y a une situation de blocage qui m'inquiète. Et ce qui m'inquiète également en Israël, c'est un certain nombre de choses qui relèvent justement, vous avez vu justement, c'est là que je voulais revenir, sur les élections, se sont faites beaucoup sur l'idée de démocratie. Et je crois que l'idée démocratique en Israël est consubstantielle de l'État, est absolument indispensable de l'esprit du judaïsme, de l'esprit juif, et de l'esprit de l'État d'Israël, qui a été l'admiration du monde entier par justement sa démocratie, et en effet dans un environnement où il est le seul État démocratique de la région. Et bien, cet État démocratique, il faut le préserver coûte que coûte, et faire très attention qu'il ne soit pas en danger. Alors Anne Sinclair, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles en Israël, heureusement. Il y a un processus qui apparaît en pleine lumière de plus en plus, qui sont les rapprochements logistiques, technologiques, géostratégiques, plus ou moins secrets de l'État juif, avec une partie de son environnement arabe sunnite, anti-iranien. On peut énumérer les puissances qui sont concernées. C'est pas à ciel ouvert, enfin on peut le dire au CRIF, c'est la Jordanie, bien sûr, c'est l'Égypte, mais c'est aussi l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça, c'est pas une petite lueur dans le surplace politique si, que connaît Israël? Comme vous avez compris que je suis très pessimiste, je dirais que... Non, mais c'était justement pour vous donner ça ne suffit pas, oui. Mais bon, quand je vois les difficultés géopolitiques du monde, que je regarde la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Turquie, il y a de quoi être affreusement inquiet. Et l'Arabie Saoudite, d'accord, ils sont plutôt bienveillants vis-à-vis de l'État d'Israël. Pardonnez-moi de ne pas être absolument amoureuse de l'OBS. Et je me souviens, comme tout le monde, de ce qui s'est passé avec Khashoggi. Bon, donc c'est pas... journaliste qui a été assassiné. Oui, exactement. L'Arabie Saoudite, on ne va pas non plus... Enfin bon, tant mieux s'ils veulent avoir des gestes de l'État d'Israël, mais enfin, on ne va pas non plus ici faire l'apologie d'un régime qui est abominable. Qui est détestable pour les femmes et pour la démocratie. Alors, Anne Sinclair, cette conversation est absolument passionnante. Je suis sûr que nous avions plein de questions à vous poser. Donc on va s'effacer dans une seconde. Mais si vous aviez quelques vœux politiques, et pas seulement, à former pour la prochaine nouvelle année civile, l'année 2020, dans laquelle on va entrer dans quelques jours, ce serait lesquels? C'est bien, c'est parce que les Juifs, ils peuvent faire 2 fois des vœux. Ouais, je sais. Vous les en avez fait déjà il y a 3 mois. Alors, il y a 3 mois, on l'a fait, et on commence. C'est ça qui est bien, c'est bien d'être juif. Deux fois la donne anniversaire, expliquez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, mon Dieu? De la paix civile, déjà. De la paix civile, oui. De la paix civile, de la concorde. Là, ce qui est en train de se passer, on ne va pas faire un point sur le système de retraite, hein, en plus je ne suis pas une spécialiste, et je ne suis pas particulièrement calée sur la question. Néanmoins, je pense qu'il y a eu des crispations extrêmement sérieuses et des maladresses,
qui ont été faites et qui ne sont pas, très malignes politiquement. Je pense qu'aujourd'hui, s'être mis à dos le seul syndicat qui était à fond pour la réforme et qui est un partenaire intelligent, indispensable, qui est Laurent Berger, la CFDT, est une imbécilité notoire. Je pense qu'avoir sorti du chapeau vous savez, on a distingué entre la réforme systémique et la réforme paramétrique. La réforme systémique, c'était qu'on changeait le système de retraite et qu'on passait d'une retraite traditionnelle calculée sur les trimestres à une retraite à points. Il a rajouté des contraintes supplémentaires qui est une sorte d'équilibre budgétaire qui, alors les spécialistes le disent, je ne suis pas compétente, mais peut être atteint par d'autres moyens et surtout échelonné dans le temps et en tout cas pas agité comme un chiffon rouge. Vous savez, une société, ça ne se pilote pas en disant je fais, je réforme, quoi qu'il arrive, je me fiche des oppositions. C'est pas vrai. Gouverner, c'est choisir, disait Mendes France, mais c'est aussi compromettre. Gouverner, c'est comprendre les aspirations des gens. Gouverner, c'est négocier. On a beaucoup concerté, je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup négocié, de la part d'ailleurs de syndicats qui n'avaient pas du tout envie de négocier. Donc il y a un climat aujourd'hui qui est un climat d'hostilité, un climat de crispation. Alors je pense que ça va finir par s'arrêter et que les gens vont être à Noël, c'est pas le sujet le plus aigu de la société française. Mais aujourd'hui, on est dans un état d'opposition frontale, de désaveu du pouvoir des gouvernants par les gouvernés, de manque de confiance et de crédibilité dans la parole politique. Enfin, voilà, je suis navrée parce que je suis une personne, je suis extrêmement pessimiste ce soir, mais je ne suis pas pessimiste, je crois qu'il faut être réaliste et qu'il ne faut pas se gargariser de mots. La situation est grave, conflictuelle, tendue au-delà des grèves et des ennuis qu'elle provoque. La situation est aujourd'hui, j'espère, pas explosive. Alors vous nous faites entendre une partie de vos angoisses de citoyennes. Qu'est-ce que le judaïsme peut nous apporter dans cette situation complexe, par certains côtés tragiques, comme réponse existentielle? On finira par là. Le judaïsme, c'est la capacité de... L'esprit du judaïsme aussi. Oui, c'est la capacité de comprendre aussi le complexe. Et aujourd'hui, je crois que ce qui est complexe est difficilement appréhendable. Et si les Juifs ont une capacité particulière, c'est qu'ils sont capables de décortiquer les choses en quatre, on va reprocher assez, de faire du pile-poule jusqu'à un point extrême, mais en tout cas d'essayer de comprendre et d'essayer de comprendre ce qui motive les réactions des uns, les réactions des autres, et d'essayer de comprendre même l'adversaire. Et je crois que quand on est juif, on doit avoir l'esprit critique au-delà de tout. Et Dieu sait qu'on l'a, mais il faut qu'on l'ait sur soi-même et sur les positions auxquelles on croit et qu'on est capable de mettre en doute. Voilà. Le judaïsme, c'est le doute. Aujourd'hui, ce que je crains le plus, c'est l'affrontement des certitudes. Merci infiniment. Direct avec nos auditeurs. Voilà. Et c'est le président Khalifa qui va mener la danse. Je vais juste passer la parole. Voilà. Allez-y, monsieur, approchez-vous des micros. Vous avez dit, madame, que vous avez été surprise d'une certaine manière par l'élection de Trump. Dans ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire un début de procédure d'impeachment, quel est votre diagnostic? Qu'en pensez-vous? Je crois que c'est la troisième fois dans l'histoire américaine qu'il y a une procédure d'impeachment, ce qui est déjà extrêmement important.
l'impeachment va avoir lieu à la Chambre des représentants, il sera repoussé au Sénat. C'est-à-dire que l'impeachment va avoir lieu, mais la destitution n'aura pas lieu. Parce que les républicains sont absolument accrochés à Trump de peur de perdre eux-mêmes. Ce que je crois, c'est que c'est extrêmement grave. La situation des États-Unis est aujourd'hui extrêmement grave. Elle est grave pour les États-Unis, elle est grave pour le monde. Je disais, moi j'étais aux États-Unis l'autre jour parce que j'ai des enfants qui y habitent et je discutais justement avec eux qui me disaient tu comprends, Biden aujourd'hui il est fatigué, gâteux. Bon, je dis mais moi je préfère un fatigué gâteux démocrate que un jeu d'extrême droite. Oui, c'est ça, enfin bon. Mais c'est idiot, parce que de toute façon, c'est jamais bon que les États soient faibles. Mais aujourd'hui, Trump, la seule chose qui me fait espérer pour Trump, c'est que son électorat, en effet, ne bouge pas, mais s'il conserve tout son électorat, il perd. Parce qu'aujourd'hui, il aurait fallu qu'il gagne des voix, puisqu'il y a des gens qui se mobiliseront, je l'espère, qui ne s'étaient pas mobilisés, à cause justement, parce que Hillary n'était pas aimée, parce qu'elle représentait l'establishment. Et au fond, on se demande si, là aussi, c'est pas une sorte de populisme adverse qui pourrait gagner pour mobiliser peut-être une opinion. Vous voyez que j'en suis à souhaiter un populisme adverse à Trump. Enfin, je nuance évidemment ce que je dis, mais la situation est sérieuse parce qu'évidemment, il risque d'être réélu. Et là, ça, je crois que là, pour le coup, aujourd'hui, ce qui est intéressant en Amérique, c'est qu'il y a des contre-pouvoirs qui existent et qui sont très vigoureux. Je ne sais pas ce qui se passerait s'il y a 4 ans de plus de net. Richard, une question par là, c'est ça, Richard. Oui, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais finalement, on a un petit peu l'impression, en vous écoutant, que c'était quand même beaucoup mieux avant. Avant quoi? Avant maintenant. Et donc, le terme de populisme est un terme récent. Mais à l'époque, quand vous avez commencé vos émissions à la télévision, personne ne parlait de populisme. Ce qui ne signifiait pas que nous n'étions pas non plus, à cette époque, dans la non-vérité. Je vais dire par là, il y avait un parti communiste qui prétendait avoir une connaissance scientifique de la réalité et une connaissance scientifique de l'avenir. Et c'était finalement quasiment accepté d'une grande partie de la population, y compris de ceux qui n'étaient pas communistes. C'était un mensonge total, c'était le prototype de la non-vérité. Alors, on ne parlait donc, cette non-vérité, évidemment qu'elle est accentuée par les réseaux sociaux, par les moyens actuellement disponibles, mais ça a toujours existé finalement en matière politique. Est-ce que vous voyez finalement les changements que l'on voit? Il y a des changements technologiques qui donnent la parole à une grande partie de la population, mais lorsque l'on voit, vous avez vécu aux États-Unis, finalement tous ceux qui ont élu Trump, c'est-à-dire en gros les Américains qui ne sont pas sur la côte ouest et qui ne sont pas sur la côte est, qui sont au milieu. La question au milieu. Est-ce que finalement vous les avez vus? Est-ce que vous les avez entendus lorsque vous étiez aux États-Unis? Ou est-ce que leur parole était entendue? Alors plusieurs choses, mon cher Richard. La première, c'est que je ne suis pas pour c'était mieux avant. J'ai toujours trouvé que c'était une rhétorique absurde que mon grand âge finit par rattraper, parce que généralement, en effet... Non, pas du tout, ce soir, pas du tout. En effet, je disais ça à mon père, bah oui, tu trouvais que c'était mieux de ton temps. Bon, donc c'est généralement un travers chez les personnes d'un certain âge, et j'essaie de ne pas y verser. Et d'ailleurs, sur des tas de sujets, je trouve que c'est beaucoup mieux maintenant, sur des tas de choses. Il reste que, quand vous
dites le Parti communiste, oui, vous avez raison, sauf que c'était cantonné à un parti qui, petit à petit, s'effritait. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans la vie publique, si j'ose dire, le Parti communiste, il était... enfin, moi, je l'ai connu peut-être enfant. Il était à 27% quand vous avez commencé le journalisme. Non, il était au maximum à 20 et il est tombé à moins que rien. Donc, on a vu une peau de chagrin se rétrécir. Ce que je vois aujourd'hui, c'est exactement c'est plutôt une éponge qui est en train de grossir. C'est-à-dire que le phénomène de contestation du fait, que je disais, et de l'affirmation du faux, et pas quelque chose qui est en train de se réduire à une poche de la population, est en train de grandir et de prendre beaucoup de place. C'est ça qui m'inquiète. Et donc, la comparaison peut être pertinente, mais je ne crois pas qu'elle soit juste, parce que justement, le Parti communiste a été en déclin, en tout cas depuis que je suis en âge de comprendre et de réfléchir, alors qu'aujourd'hui, je vois ces forces libérales dans le monde entier qui sont en train... Vous savez, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, on a tous dit, voilà, la démocratie a gagné. C'était Fukuyama, la fin de l'histoire, etc. C'est pas vrai. La preuve a été faite que c'est pas vrai. Il ne suffit pas qu'une dictature soit renversée pour que le monde vive mieux, puisque d'autres dictatures d'une autre sorte, de d'autres systèmes politiques peuvent fleurir. Bonsoir, Anne Sinclair, merci d'être là ce soir. C'est vrai qu'à l'époque du 7 sur 7, vous avez réussi toujours à crever l'écran. Aujourd'hui, vous avez crevé nos cœurs. Voilà. Crever, ça a quel sens? J'espère pas fendu mon cœur. Positif, bien sûr. Alors, ma question, une question très simple, revenant aux propos antisémites de Jean-Luc Mélenchon contre le CRIF et son président, que je remercie de vous avoir invité ce soir. Si vous êtes encore, s'il y a 7 sur 7 encore ce soir, est-ce que vous aurez invité Jean-Luc Mélenchon, vous aurez traité de la même façon comme Jean-Marie Le Pen? Voilà. J'aurais sûrement invité Jean-Luc Mélenchon puisqu'il s'inscrit dans le paysage politique. Je disais tout à l'heure que j'inviterais bien Marine Le Pen. Donc j'aurais invité Jean-Luc Mélenchon, mais je l'aurais évidemment, je l'aurais pas lâché, quoi. Honnêtement, je crois que je l'aurais pas lâché. Mais vous savez, on ne refait pas l'histoire. Les journalistes aujourd'hui, j'espère, sont aussi compétents et sont, j'espère, tout à fait à même de lui tenir tête. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes tous attachés évidemment à l'État d'Israël. J'ai entendu ce que vous avez dit sur Trump, que je partage pour ma part bien sûr, et sur d'autres. Comment vivez-vous le fait que les amis les plus voyants d'Israël sont justement ceux que l'on n'aime pas? Que ce soit le Brésilien, Trump et beaucoup d'autres, le Hongrois, etc. Et comment réagissez-vous par rapport à ça, à titre personnel? Vous m'enlevez les mots de la bouche. Ça ne me fait aucun plaisir. Ça ne me fait aucun plaisir. Je préfère qu'il y ait des amis d'Israël plutôt que des ennemis d'Israël, mais quand les amis d'Israël sont... enfin, heureusement, il n'y a pas que. La France, j'espère... C'est ce qu'on voit le plus. J'espère que la France reste une amie d'Israël, que l'Allemagne, et je trouve Mme Merkel extraordinairement courageuse, et elle m'avait semblé, pardon de la parenthèse, mais j'ai un souvenir très clair de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, qui était un 9 novembre 90, et elle avait dit c'est un jour de joie, mais je n'oublierai jamais que ce jour est le 9 novembre et l'anniversaire de la nuit de cristal. Et j'avais trouvé ça fantastique de la part d'une chancelière allemande, et chapeau Mme Merkel d'avoir dit ça, comme un certain nombre d'autres choses sur les migrants à une époque. Mais, pardon, je dévie votre question. Oui, j'aime pas l'idée que Israël ait des amis que j'aime pas beaucoup, cela dit. J'ai des amis qui ont des amis que j'aime pas beaucoup, donc on fait avec. Et Bolsonaro, je vous l'accorde, Orban et Trump ne sont pas my cup of tea. Alors, deux petites questions. Une qui a à voir avec les États-Unis et Israël. Que pensez-vous du rôle des évangélistes? Et sur le plan politique et sur le plan religieux? Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle est un peu plus drôle. Si vous invitiez Greta
qu'est-ce que vous poseriez comme question, puisque vous avez invité des femmes? Et puis enfin, pour parler d'un dont vous n'avez pas parlé, c'est Poutine. Qu'est-ce que cet homme va nous apporter de malheur? Dans l'ordre, la première question, c'était quoi, pardon? Les évangéliques, qui ne sont pas les évangélistes. Les évangéliques est un sujet que je connais bien parce que j'ai ma belle-fille qui a fait une thèse dessus, et je connais bien ce sujet, je les trouve extrêmement dangereux. Ils sont provisoirement les ennemis de l'État d'Israël, et ils sont à terme, ils seront les ennemis ultimes à la fin des temps. C'est l'Armageddon, et à la fin des temps, Israël est l'ennemi des évangéliques. Donc c'est une alliance de circonstances qui peut nous aller aujourd'hui, mais qui est extrêmement dangereuse et qui participe aussi d'un esprit qui me déplaît profondément. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que je demanderais à Greta? Écoutez, oui, écoutez, attendez, je participe absolument pas de la dénonciation générale qui frappe cette jeune fille qui est absolument, qui a été un révélateur pour toute une jeunesse. Alors on peut reprocher à la jeunesse, et on l'a beaucoup fait, de plus s'engager, d'être désidéologisé. Or, aujourd'hui, la qualité, le combat principal de la jeunesse, c'est l'avenir de la planète, qui les concerne encore plus directement que nous, parce que nous sommes, enfin en tout cas certains d'entre nous ne sont plus là, mais elle a mobilisé incroyablement les jeunes. Et surtout, elle ne prétend pas savoir. Elle dit écoutez les scientifiques. Justement, elle renvoie à ceux qui savent. Et ça, je trouve qu'elle est formidable pour ça. Alors après, qu'elle ne sourit pas, qu'elle ne soit pas plaisante, on s'en fiche, quoi. C'est une sacrée bonne femme, voilà. Et alors, je sais pas très bien. Poutine, c'est un sacré bonhomme aussi, Poutine, ah oui, alors Poutine, eh bien, plus Trump est faible, plus Poutine est fort. Plus les États-Unis sont faibles, plus la Chine et la Russie sont forts. Et bon, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que ce n'est pas quelqu'un que j'admire, mais c'est quelqu'un que je crains. Bonsoir Madame Sinclair. Moi je suis un petit peu choqué ce soir par votre intervention concernant la nature non antisémite de Jean-Luc Mélenchon, d'autant plus que j'étais un de vos premiers téléspectateurs en 84, quand je suis rentré aussi en politique comme vous, à vous suivre pendant des années, et j'étais toujours enchanté de votre vision, même si je ne suis pas du même bord politique que vous, parce que vous avez été toujours extrêmement intelligente et intéressante. Mais quand quelqu'un devient antisémite, vous dites qu'il n'est pas antisémite? J'ai pas dit. Vous allez me faire penser à la nuit de cristal, quand on dit c'est pas très grave, c'est que des livres. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce que qui devient antisémite est antisémite. Quelqu'un qui devient antisémite est antisémite. Pourquoi vous dites que Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite? Elle fait une distinction entre la production privée et la prise de position publique. Je dis que la prise de position publique est archi condamnable, mais je dis que l'homme, il se trouve que je sais que l'homme ne l'est pas. Il a peut-être un contentieux aussi avec la communauté parce qu'il s'est trouvé mal accueilli, mais c'est comme ça. Les gens n'ont pas bien accueilli quand il est venu défiler pour Mireille Knoll, mais il est venu. Cette affaire de Mireille Knoll. Vous avez la déclaration que vous avez faite sur Moscovici avant Knoll, au moment où on était vraiment. Avant l'affaire Knoll. En même temps, monsieur laissez parler. Avant l'affaire Knoll, il y avait au moment où Moscovici était commissaire européen, il a fait une déclaration qui était aussi du même calibre dans ses préjugés. Parce que pour une certaine gauche, pour une certaine extrême gauche, les juifs et l'argent, c'est les le juifs et l'argent. libéralisme mondial est incarné par les autorités qui aujourd'hui sont européennes, sont mondialisées, etc. Je n'excuse pas. J'essaie de disséquer. Or, ce que je dis, c'est que l'attitude de Mélenchon est inqualifiable. Ses propos sont absolument indéfendables. Je dis simplement,
pardon d'avoir ce sentiment, j'ai le droit de l'avoir, l'homme n'est pas antisémite. Voilà. J'ai quand même une mise au point sur. J'étais présente à la manifestation concernant le crime contre Mireille Dunon. Oui, moi aussi. Monsieur Khalifa, avant la manifestation, au nom du CRIF, a dit que le Front National et la France Insoumise n'étaient pas désirables. Ils sont venus à la manifestation. Le CRIF n'a mis personne dehors. C'est un groupe privé qui a demandé à ce que les agents voilà. Il s'en sert pour attaquer le CRIF, mais le CRIF n'a jamais mis M. Mélenchon dans la manifestation. Il s'en sert. Je sais très bien. J'y étais, j'ai vu aussi ce qui s'est passé. Alors, il ne faut pas dire qu'on l'a mis dehors. Voilà. Il s'est mis dehors, il n'a pas dit ça, mais décidément ce soir vous avez du mal à comprendre ce qui s'est passé. Alors moi je suis une femme absolue, historique. Vous incarnez pour moi conviction, tradition et ambition, une leader au féminin comme j'aimerais encore toujours. Et la deuxième que j'ai apprise ce soir et qui me comble encore plus, c'est que vous êtes une amie indéfectible d'Israël. Et vous n'avez pas. Oui, mais oui, on le savait, mais j'ai bien de découvrir quelque chose personnellement ce soir, c'est que nous avons donc un grand ami commun, puisque j'ai été en fait mandatée par Israël Bonds. Je ne sais pas si vous connaissez Israël Bonds, ce sont les bons de l'État d'Israël. Voilà. Et bien pour créer la division féminine européenne d'Israël Bonds, et je serais ravie que vous puissiez vous engager. Ça va être l'heure des invitations. Alors, ouais, une invitation, et une invitation, mais pourquoi en plus? Parce que ce que j'ai découvert ce soir, c'est que Israël Bonds et vous, nous avons un ami commun, un grand ami commun qui est Shimon Peres, et j'ai 3 photos qui prouvent que Shimon Peres est un grand ami des Bonds. Et donc, je serais ravie de vous inviter à nos événements et à participer, évidemment. Merci. Merci, madame. Ah oui. Bien, je voudrais vous poser une question sur un sujet qui n'a pas été évoqué, qui n'est pas forcément très connu. C'est le fait qu'au sein de l'Union européenne, vous avez des départements qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on trouve dans un gouvernement français, belge ou allemand, et vous avez le commissariat aux affaires européennes, qui a été dirigé jusqu'il y a quelques jours par une femme qui s'appelle Federica Mogherini, qui est épouvantablement anti-israélienne, qui s'est fait, on l'a vu sur une estrade en train d'embrasser sur la bouche Mahmoud Abbas. Et je voulais savoir si ce sujet-là a fait l'objet d'une médiatisation, est-ce qu'on a été critiqué, est-ce qu'on a fait quelque chose ou on n'a rien fait? Je connais mal Madame Mogherini, sinon qu'elle était en charge en effet des affaires étrangères au sein de la communauté. Je ne savais pas qu'elle avait des liens si étroits, vous dites, avec Mahmoud Abbas. Bon, cela dit, ça n'a pas été très médiatisé, non, en effet, oui, moi-même, j'en sais rien. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de ça, c'est savoir est-ce que l'Union européenne aujourd'hui est aujourd'hui hostile à l'État d'Israël ou pas. Et j'espère que l'Union européenne a des relations. Il faut gommer le mot Union européenne pour prendre le département des affaires étrangères au sein de l'Union européenne, qui a été dirigé par Federica Mogherini, qui a même fait de terminer sa carrière et qui est remplacé par quelqu'un qui est originaire d'Allemagne et d'Autriche, qui suit exactement la même politique qu'elle. Bravo. Vous la connaissez. Je ne suis pas très au courant. Pardon. Vous savez, je ne suis pas omniscient. C'est la dernière question. Ouais, pas compris. Bonsoir. D'abord, un petit hommage quand même, pour ne pas me distinguer. Mais je le pense profondément. Ce qui fait plaisir à entendre, c'est d'abord une justesse dans le propos, une fermeté républicaine dite avec beaucoup de pédagogie et avec beaucoup de tact. Voilà, ça montre qu'on peut parler de choses extrêmement complexes avec beaucoup d'intelligence et véritablement, j'invite partout, même quand vous n'êtes pas là, les gens à prendre exemple sur votre expression publique qui, moi, m'a toujours, je dirais, intéressé par cette capacité d'allier les deux dans un contexte, je le redis, où certains pensent
la colère doit devenir un projet de société et un discours idéologique. Alors, à ce titre, et je vous demande véritablement un conseil. Comment peut-on, aujourd'hui, faire preuve de pédagogie et dans quelle langue doit-on le dire sur deux sujets? D'abord aux Juifs d'Europe et aux Juifs d'Europe et aux Juifs de France, pour ne pas être attirés par le discours d'extrême droite, ni même banaliser ce qu'ils sont, même lorsqu'ils disent ou qu'ils prétendent qu'ils ne sont pas antisémites. 1. 2. Quelle pédagogie peut-on faire et dans quelle langue faut-il expliquer aux Israéliens pour qu'ils comprennent que l'Arabie Saoudite n'est pas l'ami d'Israël, que c'est un État qui continue de financer des livres antisémites, notamment à travers la Ligue islamique mondiale, et que la réelle politique ne peut pas, et le cynisme ne peuvent pas tout justifier. D'autant plus que lorsque la Ligue islamique mondiale veut se rendre à Auschwitz, je souhaiterais qu'on puisse expliquer à tous ceux qui sont d'accord avec ce voyage qu'on ne fait pas rentrer à Auschwitz des antisémites et qu'on les ferait ressortir des philosimites. Ça n'a jamais existé. Même si le travail de mémoire est effectivement important. Un hommage à Mohamed Sifawi qui mériterait je ne vais pas le stigmatiser parce que si je dis c'est juif d'honneur, ça ne va vraiment pas les servir. Donc j'ai beaucoup de respect pour Mohamed Sifawi et surtout surtout qu'il traverse une période difficile où il est menacé. Il est menacé et aujourd'hui quand j'en ai parlé au dîner de gala de Yad Vashem, quand aujourd'hui justement on inquiète les exemples d'intolérance, je donnais deux exemples. Je disais que Sylviana Gazinski n'a pas pu faire une conférence hostile à la PMA dans un milieu universitaire, qu'elle a parfaitement le droit de faire. Et l'autre exemple que je donnais, c'était Mohamed qui avait été obligé de suspendre en Sorbonne des conférences et un cycle de conférences sur l'islamisme, alors qu'il est une des rares voix qui justement est extrêmement pédagogue sur le sujet, et je tiens, il le sait d'ailleurs, je tiens à lui rendre hommage. Comment est-ce qu'on fait question à 1 000 $, 1 000 euros, 1000 shekels. 1000 shekels. Non, 1000 shekels, ça ne fait pas. 100 000 shekels. Bon, je ne sais pas dans quelle langue il faut le dire, je ne sais pas comment on fait pour justement expliquer que la colère ne justifie pas l'invective, ne justifie pas l'intolérance, je ne sais pas, je veux dire que je suis assez désarmée. Quant à l'autre sujet, je crois qu'en effet, l'Arabie Saoudite est partie c'est comme un peu comme les évangéliques, vous voyez. C'est des alliés de circonstances qui trouvent un intérêt immédiat et qui financent par ailleurs le terrorisme mondial et l'islamisme mondial. Et donc, ce n'est pas des amis que je vous souhaite. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas la règle, malheureusement, dans la politique, dans les relations entre les États? Ces alliances de circonstances, est-ce que ce n'est pas la règle? Sauf quand ils financent le terrorisme. Bien sûr, mais il y a, lorsque l'on voit par exemple les relations avec la Turquie, qui sont aussi très limites quant au terrorisme international. Donc on voit bien que finalement... Non, mais qu'on profite d'une alliance de circonstances pour avancer un pion ou pour en effet en profiter dans la politique, tant mieux. Simplement, il ne faut pas se méprendre. Il faut savoir qui sont les amis et qui sont les ennemis. Merci beaucoup. Ce sera... Les difficultés de transport, vraiment, je suis très touchée pour ce que j'ai vu. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci Alexis.